Chaque fois que nous allumons la lumière, lorsque nous conduisons, nous brûlons de l'énergie. Elle est pour l'essentiel issue des combustibles fossiles, le fruit d'un processus long de millions d'années, parti en fumée en quelques siècles seulement. Il semble donc clair que nous avons un problème. Nous consommons une quantité faramineuse d'énergie. Du coup, nous arrivons aux limites de ce que la Terre peut fournir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des alternatives. Aujourd'hui, nous découvrons de nouvelles sources d'énergie propre dans les endroits les plus improbables. Peut-on y arriver? Certainement. Je suis M. Sanjan. La course à l'énergie du futur est lancée. Trouver de l'énergie n'a jamais été facile. Cela a toujours exigé quantité d'innovation, de larges dépenses et de gros risques. En d'autres mots, il faut dépenser de l'énergie pour trouver de l'énergie. Aujourd'hui, plus que jamais. L'énergie est le produit le plus précieux de nos sociétés modernes. C'est le moteur de notre civilisation. Pas étonnant dès lors que nous soyons capables d'explorer les plus improbables recoins de notre planète afin d'en trouver. Je survole le golfe du Mexique. Nous sommes à 150 km des côtes. Il y a quelques décennies seulement, personne n'aurait imaginé partir aussi loin pour puiser du pétrole. Bienvenue sur le Brutus. Merci. Le scientifique spécialiste de l'environnement que je suis sait que toutes les choses vivantes ont besoin d'énergie. Nous ne faisons pas exception. Le problème, c'est que depuis 150 ans, nous puisons la nôtre dans le sol. Charbon, gaz naturel, et cette chose que nous pompons ici dans le sous-sol de la mer, le pétrole. On les nomme combustibles fossiles, et nous les brûlons bien plus vite que la Terre ne les crée. Ce tuyau descend jusqu'au fond de la mer? C'est ça. Ce puits fait plus de 6000 mètres de profondeur, d'ici au fond du forage. C'est incroyable. On ne fait pas plus profond. C'est un véritable défi. Mais l'exploitation de ces énergies peut provoquer de véritables désastres environnementaux, comme les marées noires. En plus de cela, brûler des combustibles fossiles génère de graves problèmes climatiques. Pour terminer, notre dépendance à ces énergies fossiles est un véritable château de cartes qui, tôt ou tard, finira par s'écrouler. À tous les points de vue, qu'il s'agisse de diminuer notre dépendance énergétique, de protéger l'emploi, de réduire un déficit, la sécurité intérieure ou le changement climatique, notre manière de nous procurer de l'énergie est en train de subir un profond bouleversement. Ces forages, si profonds et si éloignés des côtes, en sont la preuve. Le pétrole ne sortira pas de nos vies dans un avenir proche, mais si nous voulons relever le défi de l'énergie, nous devons trouver des alternatives aux combustibles fossiles. Électricité, lignes électriques et pompes à essence sont la représentation que nous nous faisons le plus fréquemment de l'énergie. Mais regardez autour de vous, l'énergie est partout. Chaque jour, le soleil nous baigne de son énergie. Sa chaleur influe sur l'atmosphère, créant le vent. Sa lumière permet aux êtres vivants de se développer. C'est de l'énergie. Les 2/3 de la surface de la Terre sont recouverts d'eau, en mouvement perpétuel. C'est également de l'énergie. La surface de notre Terre elle-même bouge chaque jour, élevant des montagnes, créant de nouveaux océans. Plus simplement, l'énergie, c'est le mouvement, et il est tout autour de nous.
Mais quelle que soit la forme qu'elle revêt, cette énergie vient essentiellement d'une même source. Une gigantesque boule de gaz incandescent située à des millions de kilomètres de la Terre, le Soleil. Le Soleil est une usine à énergie. Sa gravité brise continuellement les atomes d'hydrogène situés dans son noyau, les convertissant en hélium et libérant d'impressionnantes quantités d'énergie. Une énergie qui atteint la Terre sous la forme de rayonnement solaire. Le professeur Michio Kaku est physicien théoricien. Il peut nous éclairer sur ce processus. Pensez à ça. Quand vous vous levez, vous petit déjeunez. Eh bien, l'énergie de vos muscles, les mouvements de votre corps, tout cela, d'une certaine manière, c'est de l'énergie solaire recyclée. Tout ça, tout ce que l'on voit. Tout ce qui nous entoure. Même ce stand de hot dog? Tout à fait. Incroyable. 2, s'il vous plaît. Comment ça fonctionne? Grâce à la photosynthèse, les plantes captent l'énergie du soleil. Le blé se transforme en pain. Le soleil permet également à l'herbe qui nourrit les vaches de pousser, ce qui fournit la viande pour ces hot dogs. On constate que l'énergie change constamment de forme, de rayons solaires à herbe, à vache, à hot dog, à vous. Les animaux puisent l'essentiel de l'énergie qui leur est nécessaire dans leur nourriture. Et à une époque, nous faisions de même. Mais cette époque est depuis longtemps révolue. Les animaux utilisent l'énergie très différemment de nous. Ils l'utilisent pour leur survie, pour se nourrir. Les humains, quant à eux, consomment autant d'énergie qu'il est possible. Pour le divertissement, les loisirs, pour se rendre en week-end à la campagne, pour skier et bien d'autres choses. Depuis la révolution industrielle, nos besoins énergétiques ont décuplé. Aujourd'hui, la nourriture ne représente qu'une infime partie de l'énergie que nous consommons. On peut voir les choses ainsi. La nourriture que j'ai mangée ce matin me permet de faire fonctionner cette ampoule de 100 watts. Et ce n'est pas aussi facile qu'il y semble. Je dois pédaler à vive allure pour allumer une seule ampoule. Si je voulais alimenter tous les objets de ma vie quotidienne, ce n'est pas de 100 watts d'énergie que j'aurais besoin, mais de 1200 watts. Il faudrait plus de 100 personnes à mon service, pédalant continuellement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, juste pour me permettre de poursuivre mon style de vie. C'est vraiment beaucoup d'énergie. C'est la raison pour laquelle nous sommes tellement dépendants aux combustibles fossiles. Le problème avec les énergies fossiles, c'est que la Terre ne les produit pas suffisamment rapidement. Nous arrivons au bout de nos réserves en énergie fossile. Il nous faut donc trouver des remplaçants. Toute l'énergie provient du Soleil, une fabuleuse quantité d'énergie. Mais seule une infime partie de celle-ci peut être utilisée pour alimenter nos machines. Nous ne pourrons certainement pas attendre plusieurs millions d'années pour que Dame Nature crée de nouvelles réserves d'énergie fossile. Que faire alors ? Quelles sont les alternatives pour, dès aujourd'hui, fournir notre monde en énergie ? Le Soleil brille depuis 4,5 milliards d'années. Et depuis 4 milliards de ces années, la vie sur Terre baigne dans son énergie. Le carburant que nous utilisons de nos jours, comme le charbon et le pétrole, est le fruit de la décomposition d'organismes vivants, comme le plancton, morts alors qu'ils étaient remplis de l'énergie du Soleil. Pressés entre de multiples couches de sédiments et cuits pendant des centaines de millions d'années, ils sont devenus des combustibles fossiles. C'est la raison pour laquelle les combustibles fossiles sont si efficaces. Ils sont un condensé d'énergie du Soleil. Le meilleur moyen d'observer cette énergie est de l'enflammer, afin de la libérer.
On sent bien l'énergie qui se dégage. Une énergie très ancienne issue du Soleil. Elle est suffisante pour propulser une voiture de 3 tonnes sur des kilomètres. Les combustibles fossiles sont puissants et concentrés. Le défi est donc de réussir à trouver une énergie renouvelable qui soit aussi efficace. Pour ce faire, les scientifiques se sont transformés en prospecteurs. Nous en rencontrons un dans le désert du Nevada. On sort les deux? Les deux, oui, on va les poser par là. Steve Wilcox, ingénieur, est un pionnier des énergies nouvelles. Ouvrons-les. Son travail consiste à repérer les endroits où les rayons du soleil brillent avec le plus d'intensité. On appelle ceci un pyréliomètre. Il mesure la lumière du soleil. Vous êtes une sorte de chasseur de soleil. Vous faites une carte du monde indiquant où les rayons du soleil tombent et avec quelle intensité. Oui, c'est un peu le saint graal de la radiométrie solaire. Comprendre où frappe le soleil, sa magnitude et sa variabilité. Car lorsque l'on cherche à récupérer de l'énergie solaire, tous les lieux ne sont pas égaux. Les rayons du soleil frappent plus intensément dans certaines régions. Cela dépend de la latitude, de la couverture nuageuse et de la pollution de l'air. Lorsque l'on sait où se trouvent les meilleures ressources solaires, on peut commencer à étudier les nombreux autres facteurs qui permettront d'installer au mieux les centrales et les panneaux solaires qui alimenteront votre maison. Il faut l'aligner selon un axe nord-sud. Lorsque Steve Wilcox aura identifié les endroits où le soleil brille avec le plus de constance, d'intensité et donc d'efficacité, les panneaux solaires pourront être installés. Ce sont les deux câbles de cet instrument. Que signifie ce nombre? 900... Ceci veut dire que nous recevons 952 watts par mètre carré grâce aux rayons directs du soleil. En gros, sur une surface comme celle-ci, vous recevez 950 watts. C'est cela. C'est beaucoup, ça représente plusieurs ampoules, non? Oui, C'est donc la quantité d'énergie que le soleil fournit sur cette portion de terre-là. oui, c'est ce que nous avons mesuré. C'est incroyable. La question est de savoir si nous pourrons récupérer toute cette énergie solaire. C'est ce qui tombe, c'est le potentiel. Un mètre carré peut délivrer presque 1000 watts. Si l'on voulait alimenter une ville comme Las Vegas de cette manière, il faudrait des panneaux solaires sur une superficie de 150 km² environ. Cela semble beaucoup, mais c'est peut-être réalisable. Pour alimenter le monde dans son ensemble, il faudrait recouvrir un pays de la taille de la Grèce. Une sacrée superficie. Il serait donc plus réaliste de développer différentes sources d'énergie renouvelables. C'est là que le vent entre en scène. La plupart d'entre nous ont déjà vu des éoliennes. Elles exploitent l'énergie du vent pour la transformer en électricité. Mais ce qui risque de vous surprendre, c'est que c'est en fait le soleil qui fait souffler le vent. Lorsque les rayons du soleil frappent la Terre, ils chauffent l'air au niveau du sol. Celui-ci se dilate, puis remonte. De l'air plus froid et dense se précipite alors pour remplir les espaces vides. Ce sont ces incessants mouvements qui créent les vents. Mais c'est une chose de savoir comment se forme le vent, c'en est une autre que de réussir à le transformer en énergie utilisable. C'est ici que le Bob Baker, météorologue originaire de l'Oregon, entre en scène. Si l'on n'a pas forcément besoin d'un monsieur météo pour savoir dans quel sens soufflent les vents, cela peut aider. Comme Steve Wilcox, Bob Baker est un prospecteur d'énergie. Son travail consiste à repérer les endroits où les vents soufflent avec force et constance. Les endroits les plus propices à l'installation d'éoliennes. Pour ce faire, il travaille comme un détective. L'un des meilleurs indices, c'est la végétation déformée par les vents. Ici, la déformation des arbres est très importante. Plus les arbres sont déformés, plus les vents sont forts. Ce sont les sites qu'il faut privilégier, ceux où les vents sont les plus forts, où ils développent de plus d'énergie, ceux qui permettront la meilleure exploitation.
Cette dernière décennie, la technologie éolienne s'est développée à pas de géant. Aujourd'hui, chacune de ces éoliennes peut produire suffisamment d'énergie pour 700 foyers. Certains prédisent qu'un jour, le vent pourra fournir la moitié du monde en électricité. Le potentiel est énorme. La plupart des gens n'ont pas conscience de la force des vents et de la manière dont on peut les transformer en énergie utile, comme de l'électricité. C'est une ressource énorme que l'on commence tout juste à exploiter. Mais l'énergie éolienne a les mêmes défauts que l'énergie solaire. Elle exige beaucoup d'espace. Si l'on voulait alimenter l'ensemble de la planète avec le vent, nous devrions allouer près de 2% de toutes les terres disponibles aux fermes éoliennes. Sans oublier que l'on ne peut pas toujours compter dessus. Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur, vous ne voulez pas que ça affiche « Désolé, le vent ne souffle pas aujourd'hui » ou bien « Le soleil est couvert ». Vous voulez de l'électricité sur le champ. C'est le principal défaut de ces énergies renouvelables. Il existe une autre forme puissante d'énergie renouvelable, peu gourmande en espace. Et d'une certaine manière, c'est la plus fiable de toutes. Lorsque le vent souffle sur la surface des océans, il crée des vagues qui délivrent une énergie importante et exploitable. L'attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil génère de puissantes marées. C'est une énergie que nous pouvons également exploiter. Nous exploitons l'énergie de l'eau depuis des milliers d'années et nous l'utilisons toujours. L'énergie hydroélectrique produit 16% de l'électricité mondiale. Mais aussi puissante qu'elle en a l'air, elle ne nous fournira jamais autant d'énergie que le soleil ou le vent. En matière de barrages, nous sommes presque arrivés au bout de nos possibilités. Mais les fleuves et les rivières ne sont pas les seuls endroits où exploiter l'énergie hydraulique. Les ingénieurs sont déjà en train de travailler à de nouvelles technologies pour tirer profit des marées et des vagues afin d'un jour pouvoir alimenter des millions de foyers, d'entreprises et d'usines en électricité. Malgré ces limitations, l'avantage de l'énergie hydraulique est qu'elle est continue, plus que l'éolienne et la solaire. Mais existe-t-il une source d'énergie plus stable encore ? Oui, mais pour la trouver, il ne faut pas regarder en l'air ou autour de nous, mais en bas, au cœur même de notre planète. À des milliers de kilomètres sous nos pieds, au centre de la Terre, brûle une boule d'énergie. La température du noyau terrestre dépasse les 6000 degrés. Presque celle de la surface du Soleil. Mais inutile de descendre si loin pour profiter de la puissance du noyau terrestre. À 3 km de profondeur, la croûte terrestre est suffisamment chaude pour porter l'eau à ébullition. Depuis n'importe quel point sur la planète, il suffit donc de creuser suffisamment pour pouvoir profiter de l'énergie géothermique. C'est une énergie ancienne, issue du cœur de notre Terre lorsqu'elle s'est formée il y a des milliards d'années. L'énergie géothermique est si fiable et constante que l'on pourrait obtenir la plupart de notre électricité et chaleur grâce à elle. Mais exploiter cette chaleur est coûteux. Aujourd'hui, la géothermie naturelle génère moins d'1% de l'électricité mondiale. Ce n'est pas beaucoup. Certains commencent d'ailleurs à se demander si ces nouvelles sources d'énergie renouvelable nous permettront de préserver notre mode de vie actuel. Si nous cherchons sérieusement des solutions à notre problème énergétique, il faudra être réaliste sur leur coût. Quoi que l'on fasse, cela devra valoir l'effort investi. Avec les combustibles fossiles, arrivera un temps où le coût pour leur exploitation sera plus élevé que la valeur de l'énergie qu'ils délivrent. Donc, quelle que soit l'alternative énergétique que nous trouverons,
il faudra réfléchir à ce qu'elle nous coûtera. Nous devrons faire plus qu'exploiter l'énergie de la nature. Nous devrons étudier l'efficacité avec laquelle la nature elle-même exploite l'énergie. C'est ce que fait l'écologue Charlie Hall. Je suis obsédé par l'énergie, c'est sûr. Charlie Hall pense que la seule manière pour une créature ou une société de survivre, c'est de produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Bien, on est à la bonne altitude. Dans la forêt tropicale de Porto Rico, cela est facile à mesurer. J'étudie la relation entre l'énergie capturée par la forêt et l'énergie qu'elle utilise. Oscar, tu penses pouvoir atteindre cette fourche là-haut? Bien joué! Charlie Hall et son équipe mesurent la photosynthèse et les niveaux de respiration de ces arbres afin de repérer ceux possédant la meilleure balance énergétique. Si un arbre doit dépenser plus d'énergie qu'il n'en reçoit pour survivre dans un endroit, il mourra. Un arbre sain doit trouver l'équilibre entre l'énergie entrante et l'énergie sortante. C'est très simple. La forêt ne peut pas utiliser plus d'énergie que celle dont elle dispose par la photosynthèse. La civilisation humaine non plus ne peut pas utiliser plus d'énergie que celle qui est disponible. Que ce soit celle du soleil ou ce temporaire paradis énergétique que nous fournissent les combustibles fossiles. Que vous soyez un humain ou un arbre, les sources d'énergie disponibles vont et viennent. Parfois, la vie bénéficie d'un cadeau énergétique inattendu. Pour les insectes, elle peut prendre la forme d'une grosse carcasse. Pour nous, ce sont les combustibles fossiles. Dans les deux cas, ce n'est pas quelque chose dont on peut dépendre. Un gros animal meurt et les décomposeurs vivent un âge d'or sur 1 ou 2 générations. Mais une fois la carcasse consommée, que se passe-t-il? La population explose, puis plonge. Cela arrivera-t-il avec les humains? Je n'en sais rien. Mais c'est une possibilité. Comment gérer cela? Il va falloir y réfléchir sérieusement. Jusqu'à très récemment, notre bilan énergétique était sain. La dépense énergétique nécessaire pour extraire les combustibles fossiles des sous-sols était bien plus faible que l'énergie qu'elle fournissait. Mais le bilan est en train de se modifier. Nous devons prospecter plus loin, forer plus profondément et payer le prix de conflits régionaux et de pollution environnementale. L'énergie ne nous a jamais autant coûté. Mais malgré son prix, nous en voulons toujours plus. Nous consommons autant d'énergie que possible. Et la conséquence, c'est que nous atteignons les limites de ce que la Terre peut nous procurer. Un jour, nous aurons épuisé les réserves de certains combustibles fossiles. Avant d'en arriver là, nous ferions bien d'écouter certaines des leçons que nous délivre la nature. Des leçons qui pourraient bien améliorer nos modes de vie. Les plantes et les animaux optimisent la gestion de l'énergie dont ils disposent. Ce sont des modèles d'efficacité. Modèles qui ont déjà transformé notre monde. Les yeux des papillons de nuit sont conçus pour absorber le maximum de lumière. Un modèle idéal pour concevoir des panneaux solaires. Plus un véhicule est lourd, plus il consomme. Les troncs sont lourds et solides afin de permettre aux arbres de tenir debout, tandis que leurs branches, souples, les autorisent à plier sous le vent. Nous pouvons imaginer des voitures sur le même modèle, robustes en certains points pour garantir la sécurité, mais poids-plumes partout ailleurs de manière à réduire leur consommation.
Lorsque les ingénieurs japonais ont cherché à améliorer les performances de leurs trains à grande vitesse, ils se sont inspirés de la morphologie du bec de martin pêcheur, qui fend les airs et les eaux avec une impressionnante efficacité. Aujourd'hui, leurs trains roulent 10% plus vite, en dépensant 15% d'électricité en moins. La nature ne brûle aucune calorie inutilement. Il faut s'en inspirer. Aujourd'hui, avec la même quantité d'énergie, nous pourrions faire plus que maintenir notre qualité de vie. Nous pourrions l'améliorer. Les avions d'aujourd'hui brûlent une impressionnante quantité de kérosène. Plus de 2% de tout le pétrole que nous utilisons. David Lentink, chercheur en biomécanique à Harvard, a imaginé des avions qui pourraient voler plus loin avec moins de carburant. Les oiseaux modifient la forme de leurs ailes afin d'optimiser leur vol. Si vous voulez voler avec le maximum d'efficacité, pour chaque vitesse, chaque manœuvre, il y a une forme d'aile différente qui est plus efficace. Dans la nature, les maîtres dans ce domaine sont les oiseaux. Le chercheur utilise une caméra à rayons X pour filmer le mouvement d'ailes d'oiseaux en temps réel. On doit les regarder au ralenti pour voir ce qu'il se passe. À vitesse lente, les ailes sont en extension totale. À grande vitesse, elles sont repliées. Cela augmente sensiblement leur performance. Je tente de comprendre si cela les aide à améliorer leur efficacité. Si les ailes d'un avion pouvaient changer de forme en fonction de la situation, cela pourrait réduire ses besoins en carburant de manière significative. Le prochain 747 ne ressemblera pas à un oiseau, mais comprendre à quel point ces modifications améliorent les performances de vol des oiseaux et comment cela fonctionne peut nous inspirer et nous aider à créer des systèmes rentables, faciles de maintenance et de fabrication, qui nous permettraient de passer à une nouvelle génération d'avions plus efficaces. Mais les ingénieurs aéronautiques ont peut-être une leçon plus importante encore à tirer des oiseaux. En observant ces oiseaux voler en groupe, nous apprenons comment ils optimisent leurs dépenses énergétiques grâce au groupe. C'est pour cela que le chercheur leur impose cet exercice en soufflerie. Je m'intéresse au mouvement d'ailes à de plus grandes vitesses. L'autre chose qui m'intéresse beaucoup, c'est leur façon d'interagir. Ils volent en groupe, ils s'approchent puis s'écartent les uns des autres. Je suis curieux de savoir comment ils font cela. La manière dont les oiseaux volent en groupe pourrait nous donner des idées sur la façon de piloter nos avions. Si nous pouvions réorganiser les plans de vol afin d'imiter les formations en V des oiseaux, les experts pensent que nous pourrions économiser 15% des millions de litres de kérosène que nous utilisons chaque jour. Mais quelles que soient les économies d'essence que nous arriverons à réaliser, nous aurons tout de même toujours besoin d'autres sources de carburant. Une source de carburant que nous savons déjà fabriquer nous vient de la partie comestible des plantes. Par exemple, nous savons transformer l'énergie du maïs en un carburant nommé éthanol. D'ailleurs, on le mélange déjà à l'essence pour faire du biocarburant. Le souci, c'est que nous avons besoin de l'essentiel du maïs que nous cultivons pour nous nourrir. Et nous ne faisons rien de l'énergie enfermée dans ces feuilles. Nous les jetons car nous ne savons pas comment l'extraire. Imaginez les perspectives nouvelles qui s'offriraient à nous si nous y arrivions. L'énergie qui réside au cœur des plantes est enfermée dans un matériau très dur. La cellulose doit être suffisamment solide pour maintenir la plante à la verticale. Mais elle enferme également l'énergie de la plante au niveau cellulaire. Si l'on arrivait à briser cette cellulose, on accéderait à une incroyable ressource d'énergie. Mais si nous n'avons pas encore trouvé la solution, des créatures sont devenues maîtres dans l'art de transformer toute cette verdure en énergie.
ce sont les micro-organismes qui transforment nos déchets organiques en compost. Ce sont les agents du pourrissement. Et lorsque les choses pourrissent, elles libèrent de l'énergie. Les scientifiques pensent que si des microbes peuvent y arriver, nous devrions pouvoir les imiter. Au cœur de la forêt tropicale, de minuscules fourmis y sont également arrivées. L'énergie des fourmis coupe-feuilles provient des feuilles. Mais elles aussi ont la difficile tâche d'en extraire l'énergie. Et elles ont besoin d'un peu d'aide. Elles commencent par récolter des feuilles, beaucoup de feuilles. Une seule colonie peut en amasser jusqu'à 400 kilos en une année. Ces fourmis coupe-feuilles sont très voraces. Cela représente 4 tonnes de matière en poids humide. Pour visualiser, cela fait 2 camionnettes pleines. Mais les fourmis ne mangent pas les feuilles dans la foulée. Elles les transforment en un champignon. Un champignon qui transforme les feuilles en sucre. De l'énergie pour les fourmis. Garrett Swan, de l'Université du Wisconsin, tente de comprendre comment ce champignon agit. Il sait que cela doit avoir affaire avec des microbes qui transforment les feuilles en nourriture pour fourmis. Et pourquoi cela nous intéresse-t-il? Parce que ce sucre serait facilement transformable en carburant utile à l'homme. De l'éthanol, par exemple. Il ne reste plus qu'à comprendre comment les microbes s'y prennent. Si nous arrivons à identifier les différents organismes qui s'associent, nous pourrions les imiter et les utiliser à l'échelle industrielle pour créer de l'éthanol. Le chercheur pense que ce n'est qu'une question de temps. Comment convertir efficacement l'énergie d'un état à un autre? Je crois que les fourmis ont trouvé le moyen le plus efficace pour le faire. Et lorsque nous aurons enfin compris, nous aurons les ressources suffisantes pour créer des quantités industrielles d'éthanol. De par le monde, des personnes utilisent l'éthanol comme source d'énergie propre. Le problème, c'est que l'éthanol n'est pas aussi efficace que les énergies fossiles. Lorsque vous le brûlez comme ceci, l'énergie n'est pas aussi intense. Regardez cette flamme. Je suis assez proche d'elle et ce n'est pas si chaud que cela. Et voici de l'essence. On peut presque voir l'énergie qui s'en dégage. L'éthanol n'est pas aussi énergétique. L'éthanol ne possède que 80% de la densité énergétique des combustibles fossiles. Il faut donc utiliser beaucoup plus d'éthanol pour parcourir la même distance. Il est peu probable que nous ne passions tous à l'éthanol dans un proche futur. Et cela, même si nous réussissons à le produire en quantité suffisante. Cela pose donc une question gênante. Existe-t-il une énergie alternative aussi calorique que les combustibles fossiles ? Réinventer notre manière d'exploiter l'énergie naturelle exige une approche sur plusieurs niveaux. Qu'il s'agisse d'exploiter la puissance des éléments, d'apprendre comment les autres formes de vie produisent, stockent et usent leur énergie efficacement. L'éthanol est un carburant prometteur. Mais pouvons-nous en trouver d'autres qui nous fourniront plus de puissance ? Quelque chose de plus proche de ce que nous obtenons avec le pétrole. Les précipitations avoisinent les 5 mètres par an. Dans la forêt tropicale de Porto Rico, Jake Isling, biologiste synthétique, pense avoir trouvé la solution grâce au miracle de l'ingénierie génétique. Nous sommes à un niveau de connaissance où nous pouvons créer de la biologie sur mesure. On peut fabriquer des gènes, des cheminements métaboliques, modifier la chimie d'une cellule de manière à créer un sucre qui produirait un carburant à la puissance identique à celle du pétrole dont nous remplissons nos réservoirs. Cette forêt est une mine d'énergie, emmagasinée à l'intérieur des robustes cellules de ces arbres.
il y a plusieurs mois, l'équipe de Jake Isling a rempli des filets de feuilles mortes et les a enfouis dans le sol de la forêt. Ils les ont placés ici afin de capturer de gloutons microbes. Ils sont là. Elles se sont décomposées pendant plus d'1 an. Super. Ces microbes contiennent de puissants enzymes, suffisamment puissants selon le chercheur pour créer un carburant pouvant rivaliser avec l'essence. Je recherche des enzymes particulièrement puissants. Voilà. Je pense que certains des meilleurs enzymes qui existent sur Terre pour dégrader la biomasse se trouvent ici, dans la forêt tropicale de Porto Rico. Certains microbes de cette forêt peuvent transformer un lit de feuilles en compost en moins d'1 année. Mais c'est loin d'être assez rapide pour le chercheur. Nous le retrouvons dans son laboratoire de l'Université de Berkeley, en Californie. Ces enzymes ont une fonction basique: briser rapidement de grosses molécules en plus petites afin de les transformer en carburant. En carburant pour microbes ou pour nos voitures. Tout cela à partir de déchets que nous n'exploitons pas. Herbes coupées, tiges de maïs, débris résiduels de l'exploitation du bois. Lorsque nous aurons identifié les meilleures enzymes, alors nous dégraderons cette biomasse pour la transformer en sucre que nous utiliserons pour créer des biocarburants. Mais pas n'importe quel biocarburant. Nous parlons d'un carburant aussi efficace que ceux utilisés actuellement. Jake Isling a trouvé le moyen de créer en une journée ce que la Terre met des millions d'années à produire. C'est vraiment cool. Nous utilisons la biomasse, qui est combustible, mais pas forcément dans une forme utilisable dans votre réservoir. Et nous la transformons en une forme chimique extrêmement inflammable, très énergétique, qui permettra de faire rouler votre véhicule sur des kilomètres. Avant que nous ne puissions l'utiliser, l'équipe du chercheur doit trouver le moyen de produire ce carburant à une échelle industrielle. Pendant ce temps, la nature a d'autres moyens à disposition pour nous aider. Vous pensez certainement que ce que vous voyez ici n'est que du papier bulle, mais pour Nate Lewis, chimiste à l'Institut de technologie de Californie, il s'agit peut-être de la solution à tous nos problèmes énergétiques. Nate Lewis travaille à une nouvelle technologie qui repose sur une très ancienne technologie. Une chose qu'il nomme feuilles artificielles. L'idée est de reproduire ce que font les feuilles. La photosynthèse de l'énergie du soleil, puis de la convertir directement en un carburant propre. Un carburant que l'on peut stocker et utiliser dans nos foyers pour tout alimenter. Tout le monde connaît les plantes et les cellules solaires. Nous essayons de les combiner. Les plantes stockent l'énergie pour la nuit, pas les cellules solaires. Il serait donc très efficace de pouvoir combiner les deux en un même dispositif. Le meilleur de deux mondes, le naturel et le technologique. Ce serait magnifique. Les feuilles artificielles de Nate Lewis fonctionnent à l'identique des feuilles réelles. Elles commencent par transformer l'énergie du soleil en énergie chimique, puis elles la stockent. Les plantes exploitent les rayons solaires pour diviser les molécules d'eau en oxygène et en hydrogène. Elles utilisent ensuite l'hydrogène pour créer du sucre. Nate Lewis ne cherche pas à créer du sucre, il cherche l'hydrogène. Saisissez cette électrode. Cette grosse sucette? C'est un très gros échantillon de silicium. Pour ce faire, il a besoin d'un vase rempli d'eau, d'un morceau de silicium, le même matériau utilisé dans les panneaux solaires, et d'une lampe, qui simule la lumière du soleil. Plongez-la dedans et attachez-la. Comme ça? Attachez-la solidement en direction de la lumière. Connectez le circuit. Maintenant, il faut connecter ce fil afin qu'il fasse passer le courant électrique entre ces deux pôles. Et en faisant cela, il va créer des bulles d'hydrogène grâce au rayonnement solaire. C'est parti! En absorbant la lumière, le silicium fait bouger des électrons qui créent de l'hydrogène à partir de l'eau. Un peu comme ce que font les plantes.
la lumière est essentielle. Pas de soleil, pas d'hydrogène. Toutes ces bulles sont des bulles d'hydrogène créées à partir de l'eau gazeuse. Nous pouvons utiliser l'énergie de l'hydrogène comme nous utilisons le gaz naturel. Le problème, c'est qu'il n'est pas très dense. Il faut donc en collecter une grande quantité et cela demanderait beaucoup d'espace. Comme par exemple le toit de votre maison. Et c'est ici que le papier bulle entre en scène. Comment cela se passera-t-il? Nous imaginons cela sous une forme qui ressemblera à du papier bulle, que vous pourrez dérouler sur votre toit. Vous le remplirez d'eau, laisserez travailler le soleil, laisserez s'échapper l'oxygène et emprisonnerez l'hydrogène, qui est le carburant dont vous avez besoin pour alimenter votre maison et votre voiture. Mais Nate Lewis ne s'arrête pas là. Une fois l'hydrogène capturé, on peut le combiner à d'autres gaz afin de créer n'importe quel autre carburant. Nous possédons déjà des procédés chimiques reconnus mondialement qui permettent de combiner cet hydrogène avec du CO2 pour faire du méthanol, qui peut ensuite servir à faire de l'essence. Nous devons créer un carburant chimique grâce au soleil. Ensuite, nous savons déjà comment transformer ce gaz en un liquide, et vice-versa, en fonction des besoins de la société. Ces recherches n'en sont qu'à leur début. Mais si ce concept fonctionne à large échelle, cela pourrait totalement modifier notre manière de trouver et d'utiliser l'énergie. De nos maisons à nos voitures, à nos villes et à l'ensemble de nos économies. C'est un grand si. Pas uniquement pour les feuilles artificielles de Nate Lewis, mais pour toutes ces recherches qui veulent exploiter l'énergie de notre milieu naturel. Les défis qui nous attendent sont immenses. Mais nous n'avons plus vraiment le choix. L'horloge tourne, et cet âge d'or des énergies fossiles ne durera pas éternellement. Pouvons-nous y arriver? Certainement. Allons-nous le faire? Je suis prudemment optimiste. Nous sommes au bord du précipice. Quand les historiens regarderont l'histoire du XXIe siècle, ils écriront sûrement que nous sommes passés très près du chaos énergétique. Nous allons devoir apprendre à vivre sur notre planète dans les limites de ce que la nature nous offre. Tôt ou tard, et le plus tôt sera le mieux, qu'il s'agisse d'exploiter la puissance du vent, de pénétrer la vie secrète des plantes, ou comme les alchimistes de l'énergie, de transformer les rayons du soleil en une énergie propre et renouvelable que nous pourrons utiliser jour et nuit, les réponses que nous recherchons sont tout autour de nous. Si nous arrivons à réunir la technologie, l'argent et la volonté politique afin d'exploiter toute cette énergie qui nous entoure, nous aurons fait un pas de géant vers la résolution de l'un des plus gros défis que devra relever l'humanité. Avoir une source d'énergie propre et durable pour toutes nos activités. N'oubliez pas, toute l'énergie dont nous avons besoin est à portée de main. Adaptation Thomas Goupil avec les voix de Benoît Dupac, Gilles Marino, Stéphane Russell, Isabelle Périllot, Cyril Thureau et Emmanuel Fouquet.